Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur BZD TV pour l'émission C'est votre histoire qui a pour thématique l'allaitement maternel. Depuis la nuit des temps, les femmes ont toujours nourri leur bébé au sein. Et pourtant, cette pratique naturelle est laissée au détriment du lait artificiel, appelé communément lait infantile. Quelles sont les raisons qui ont fait que le biberon soit désormais la norme? Avant tout propos, il est important de souligner qu'il y a des mamans, pour des raisons pathologiques, qui ne peuvent allaiter et d'autres ont opté tout simplement de ne pas le faire, pour des raisons qui leur sont propres et c'est leur droit le plus absolu. Ceci dit, cette émission n'est pas faite pour porter des critiques sur ces mamans, encore moins une diatribe au biberon. Je reçois des invités qui sont des mamans et une professeure en lactation. Bonjour, vous êtes? Alors, moi, je suis Myriam Oui. et je suis consultante en lactation certifiée IBCLC. D'accord, merci Voilà. d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Ingrid, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs? Alors, je suis Ingrid Khalifa, maman de 2 petites filles de 6 et bientôt 10 ans. Et je suis la fondatrice de Kidizi, qui est un site qui permet aux parents de découvrir des professionnels de la maternité, de la parentalité, dont Myriam fait partie. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler de l'allaitement maternel. Alors, Madame la conseillère en lactation, c'est quoi le colostrum? Vous voulez parler directement du colostrum? Oui. Parce que l'allaitement maternel, il y en a qui savent qu'il n'y a que le lait, mais il y en a qui ne connaissent pas ce que c'est que le colostrum. C'est pour ça que je commence par ça. Pour indiquer aux téléspectateurs, aux mamans éventuellement, que le colostrum, ce que vous allez dire, c'est très important. Voilà. D'accord. Alors, le colostrum, c'est la première sécrétion lactée de la maman. Elle en produit déjà lorsqu'elle est enceinte, donc durant sa grossesse. D'accord. La deuxième partie de sa grossesse, elle sécrète déjà du colostrum. Oui. Et c'est donc ce que le bébé aura les premiers jours après la naissance, après l'accouchement, avant que le lait de transition et le lait mature Oui. arrive. On appelle ça la montée de lait qui se passe 2, 3, 4 jours après l'accouchement. Mais le colostrum est très important pour nourrir le bébé les premiers jours. C'est surtout une fonction immunologique, donc ça va énormément protéger l'enfant de tous les germes, de toutes les bactéries néfastes dans son environnement. Et ça va surtout tapisser son système digestif pour justement le protéger. Et donc, c'est très important de donner le colostrum à son bébé les premiers temps. Et en quantité, c'est peu par rapport au lait mature, mais ça lui suffit grandement. D'accord. Voilà. Alors, Ingrid, est-ce que vous avez allaité vos enfants? Vous en avez 2, c'est ça? Oui, exact. Ok. Qu'est-ce qui c'est pour cause maternelle? Vous avez vu votre maman allaiter ou c'est vous simplement qui avez voulu allaiter? Alors moi, très clairement, j'ai pas allaité par instinct au départ. J'ai allaité parce que je me suis renseignée vraiment sur les bienfaits de l'allaitement maternel. En fait, dès ma première grossesse, comme toute maman, je me suis beaucoup informée. J'ai lu que c'était recommandé par l'OMS, que c'était le meilleur aliment du bébé, que ça allait protéger mon bébé. Donc c'est vraiment pour des raisons très scientifiques que je l'ai fait. Après, bien entendu, c'est créer un lien indéfinissable avec mes 2 filles. Mais voilà, il faut savoir que je ne l'ai pas fait parce que ma mère n'a pas allaité, mon entourage n'avait pas allaité. Au contraire, ils étaient plutôt réticents à ça. Et donc, j'ai dû, on va dire, faire jouer, moi, ma détermination pour donner le meilleur aliment à mon bébé, tout simplement. Alors, quand vous allaitez, vous avez allaité tous les 2 enfants, en effet. Oui. Et quelle a été l'approche de votre entourage? Très compliqué. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en faire part? Oui. Et citer, Alors, disons que quand vous désirez allaiter, vous n'êtes pas dans un milieu, on va dire, de parents, de mamans qui allaitaient, de belles-mamans, etc. C'est compliqué parce qu'ils ne comprennent pas, en fait, le sens de votre démarche. Donc il faut beaucoup informer, il faut expliquer, il faut avoir beaucoup de motivation, très clairement. Je crois que il faut être très déterminé. Je crois que je l'ai été. C'est ça qui a fait que ça a fonctionné. J'ai eu la chance d'avoir le soutien de mon mari,
également. C'est important. C'est très important et je pense que sans lui, j'aurais pas réussi à mener ce projet comme je le sentais. Et je l'ai eu parce que je lui ai expliqué et qu'il était à l'écoute des bienfaits et on voulait tous les deux le meilleur pour nos enfants. Et donc en fait voilà, parce qu'il faut savoir, l'allaitement c'est pas facile, surtout la première fois, quand on connaît pas. On croit que c'est naturel. Moi, je pensais que ça allait bien se passer, tout simplement. C'est naturel. Alors, oui, non, je dis on croit. C'est pas ce que je voulais dire. Oui, voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est naturel dans le sens où il n'y a pas à se renseigner. Ah, d'accord. Bien sûr que c'est naturel, mais il faut s'informer. On ne connaît pas les bonnes positions, on ne connaît pas les bons mouvements de succion du bébé. Ce qu'il faut le faire, et en fait, je suis passée comme plein de mamans par des moments de doute, de difficulté. Les pics de croissance, j'en avais jamais entendu parler. Et quand à 3 semaines, votre bébé demande à téter tous les quarts d'heure et que ça vous rend un peu dingue, entre guillemets, nerveuse, voilà, et que vous êtes à 2 doigts de dire qu'on va acheter une boîte de lait à 4 heures du matin, et finalement, on aurait aimé le savoir avant. C'est ça, voilà, évidemment, c'est le plus beau du monde et c'est naturel, mais juste être, pas entraîné, mais avoir eu accès à l'information et aux conseils de professionnels comme Myriam. Moi, j'aurais adoré avoir rencontré Myriam avant, voilà, au moment où je me posais les questions. Et je pense qu'il faut dire aux mamans qu'il faut aller consulter vraiment une personne compétente, une consultante en lactation, parce qu'elle va nous donner les bons tips, les bonnes positions, elle va voir s'il y a un souci avec le bébé, elle va le dire mieux que moi après. Mais moi, je suis allée, j'ai fait des kilomètres pour aller voir des réunions de mamans sur l'allaitement, parce que j'avais personne pour m'entourer, pour me dire si ce que je faisais était bon ou pas. Donc voilà, j'aurais qu'un conseil, c'est... Quand vous avez allaité, oui. Excusez-moi de vous interrompre, quand vous avez allaité, vous n'avez pas eu des appréhensions du genre « Oh, j'aurai mes seins qui seront affaissés » parce qu'il y a des mamans qui se posent des questions. Quand on allaite, est-ce que ça ne fait pas je veux dire en langage familier, ça fait tomber les seins et tout. Est-ce que vous n'avez pas appréhendé? Non, honnêtement, j'ai pas appréhendé. Donc je pense que je suis pas représentative de ces mamans-là. J'avais lu en effet des mamans qui s'inquiétaient. Je l'avais vu, je sais que ça existe. Mais j'avais aussi lu que c'était la grossesse qui transformait le corps et pas l'allaitement. Et donc, étant plutôt informée, je ne me suis pas souciée et donc je peux confirmer, ça n'a eu aucun effet néfaste sur les seins. Enfin, voilà, il faut rassurer les mamans. Votre mari dise que voilà, les seins que j'ai vus qui étaient si beaux qu'ils ne sont plus qui ne sont plus adaptés à ma vision. Non, vous n'avez pas eu peur de ça? Non. Votre mari était d'accord? Oui, il était d'accord. Et vous avez allaité pendant combien de temps? Alors, j'ai allaité. Alors, la première, je l'ai allaitée jusqu'à ses 5 mois. D'accord. Donc, pas très longtemps. J'ai sevré au moment du retour au travail. Et la deuxième, 10 mois. Donc, 6 mois exclusifs. C'était pas difficile de joindre l'utile à l'agréable? C'est-à-dire, vous êtes travailleuse, vous travaillez. Oui, j'ai travaillé. Et vous allaitez. Comment vous faites? Alors, pour la première, j'ai sevré. Donc j'ai repris, j'avais sevré la petite et donc je suis passée au lit artificiel et aux aliments. Pour la deuxième, vu que j'étais mieux renseignée, du coup j'avais préparé et donc j'avais tiré mon lait le dernier mois avant de reprendre le travail. J'avais congelé tout simplement des petits pots de lait en quantité suffisante pour tenir à 5 mois jusqu'à ces 6 mois. Et ensuite, finalement, tout naturellement, on a commencé à la diversifier, la petite. Et donc, j'allaitais le matin, le soir, à la demande tout le week-end. Et elle était alimentée par d'autres choses la journée. Donc, j'ai pu tenir comme ça. Voilà. Alors, quel conseil pourrez-vous donner à ces mamans qui sont encore hésitantes actuellement, qui sont enceintes, qui aimeraient bien faire comme vous, mais qui... Enfin, je ne peux pas dire qu'ils n'y arrivent pas, mais qui se posent encore des questions si elles vont y arriver. Je comprends. C'est normal de se poser des questions. Enfin, très clairement, je m'en suis posée aussi, mais je n'ai pas hésité une seconde parce que je savais que c'était le meilleur pour mon bébé. Et je pense qu'on a toute envie de donner le meilleur. Il y a aussi un truc, ce n'est pas votre question, mais les mamans parfois craignent de ne pas avoir assez de lait. Oui. C'est faux. Donc je le redis, Myriam en parlera mieux que moi. Oui, bien sûr, c'est une idée reçue, c'est un mythe. Oui. La lactation, ça se fait en faisant téter le bébé tout simplement. Donc c'est très important qu'elle n'ait pas peur de ça. Je pense qu'il faut se laisser une chance. Par contre, je leur conseillerais vraiment avant l'accouchement, déjà de lire, de se renseigner, mais surtout d'aller voir quelqu'un. Donc un professionnel comme Myriam, qui puisse déjà la préparer au jour de la naissance pour qu'elle ait les bons gestes. Voilà, de ne pas hésiter. Et la deuxième chose que j'ai envie de leur dire,
c'est que c'est une expérience magique et unique, Oui, dont elles se rappelleront toute leur vie. d'accord. C'est des moments juste incroyables et j'ai des... Enfin voilà, la deuxième que j'allaitais encore plus longtemps, il y a une relation vraiment très particulière qui s'est créée et je crois Vous êtes que... fusionnel, c'est ça? Alors, Plus que la fusion ou... c'est... Oui, il y a de la fusion très clairement, mais il y a vraiment une relation de proximité, de confiance, de compréhension qui se crée et il n'y a rien de plus merveilleux, quoi. Je crois que c'est aussi lié à ça. D'accord. Voilà, donc moi je regrette évidemment pas mon choix et si je devais avoir un troisième, j'aurais allaité encore plus longtemps. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure que votre mari était favorable à ça, mais est-ce que ça n'a pas empiété un peu sur votre couple? Je ne crois pas que ce soit l'allaitement qui ait une influence. D'accord. Par contre, il faut dire la vérité, oui, la vie avant et après, elle n'est plus la même parce que vous ne dormez pas la nuit, le bébé se réveille, vous êtes fatigué, donc il y a un temps d'adaptation de la vie à 3, puis à 4. D'accord. Et voilà, et puis après, tout revient à la norme, D'accord. mais je ne pense pas que ce soit lié à l'allaitement. Bah, vous n'avez pas du tout donné des biberons à vos enfants. Hein. La première a été La sevrée, première. oui. Alors, comment vous avez ressenti ça, le fait de passer du sein au biberon? Ça a été atroce. Non, mais alors ça, c'est atroce. Ça a été difficile parce que le mélange des deux laits a donné beaucoup de problèmes gastriques à ma fille. D'accord. Voilà, et donc ça, je l'ai appris après, je ne le savais pas. Et en fait, le lait maternel, tout se passait bien, elle n'avait pas de problème de sel, etc. Et dès qu'on a commencé à lui introduire, donc pour le sevrage, du lait en poudre, constipation, colique, douleur très dure. Parce qu'il y a eu une mixité. Et en fait, ça lui est resté très longtemps. Donc j'ai appris après coup que c'était malheureusement les effets du lait en poudre, beaucoup de constipation, etc. D'accord. Et ça a été très très dur parce ça a été très très douloureux pour elle et pour nous, du coup, de la voir souffrir. Donc non, je n'en ai pas un bon souvenir. D'accord. Voilà. Depuis le mois de décembre, on parle de la salmonelle qui a fait une contamination presque depuis 2015. Depuis 2005, oui, je pardon. sais. Excusez-moi, depuis 2005, donc ça dure 13 ans. Et vous avez votre fille à quel âge? 10 ans? Bientôt 10 ans, oui. Bientôt 10 ans, donc elle n'était pas dans cette... Parce qu'elle est de 2007, en fait, votre fille. Si elle est de 80, 2008, voilà. Donc vous n'avez pas vécu ces moments. Mais admettons que vous auriez vécu ce scandale. Ouais. Que diriez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis déjà stupéfaite, je pense, comme tout un chacun, du fait que les contrôles ne soient pas opérés correctement dans des structures et des établissements qui ont qui sont d'une telle importance et qui donnent de l'alimentation à nos bébés. Très clairement, je me suis juste dit, ouf, j'ai allaité. Mais est-ce que ça m'aurait influé? J'en sais rien. J'avais déjà ce désir d'allaitement. Lactalis ou pas lactalis, entre guillemets. Donc du coup, j'avais déjà ce désir. Très clairement, le fait de le voir maintenant, oui, ça peut que renforcer l'envie d'allaiter. On sait tous les bienfaits, on sait toute l'immunologie que ça a pour le bébé et pour la maman. Il n'y a pas que pour le bébé, c'est aussi pour la maman. On va y revenir, voilà. Je vais poser la question à madame la conseillère. Et puis maintenant, on se dit qu'on peut avoir notre petit enfant à l'hôpital pour la salmonellose. Évidemment, je crois que ça peut que rajouter une condition aux parents pour allaiter. D'accord. Bon, ben merci bien. Merci Ingrid, à vous. Et puis vraiment, bon retour. Merci. Et à la prochaine, je vais maintenant recevoir madame Freytag. Alors, Myriam, je reviens vers vous. Après l'édit de Ingrid, vous allez vous présenter et nous dire ce que vous faites dans la vie. Bien sûr. Alors donc, je suis Myriam, je suis consultante en lactation, certifiée IBCLC. Alors, ça veut dire quoi? Alors justement, ça veut dire International Board Certified Lactation Consultant. Oula. En fait, c'est une certification, c'est la seule certification professionnelle internationale. D'accord. Et donc reconnue internationalement dans le domaine de l'allaitement et de la lactation Donc humaine. vous pouvez servir Voilà. partout. Voilà, Vous pouvez exactement. En fait, exercer c'est la partout. même certification dans le monde entier. C'est le même examen que l'on passe, par exemple, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Asie. C'est exactement
exactement le même examen dans des langues différentes. D'accord. Et cette certification, on doit la garder, en fait, on la garde seulement 10 ans. On doit se recertifier tous les 5 ans par des modules de formation continue. Et tous les 10 ans, on doit repasser l'examen. Parce que justement, il y a énormément de nouvelles études qui sont publiées sur la lactation humaine, sur l'allaitement. Donc ça progresse, c'est une science qui est vraiment très intéressante et on doit toujours être à jour. D'accord, allez-y. Et donc sinon, je travaille en Île-de-France. D'accord. Je travaille en libéral. Je travaille dans un cabinet à Boulogne-Billancourt. D'accord. Dans le 92. Dans le 92, mais j'interviens aussi dans le 75, dans le 78, parce que je me déplace à domicile et dans les maternités. C'est bien pour les mamans qui voudraient bien vous contacter. Absolument. Et je travaille en réseau avec donc des pédiatres, des gynécologues, des sages-femmes. J'ai un bon réseau de sages-femmes qui me font confiance et qui orientent leurs patientes vers moi lorsqu'il y a un souci d'allaitement. Voilà. Donc je peux les voir en prénatal et ça je trouve que c'est formidable, justement, comme disait Ingrid, et j'insiste là-dessus, c'est que plus la maman, le couple en fait, les futurs parents vont être informés sur l'allaitement, sur les besoins de l'enfant et pour avoir des attentes réalistes, mieux ils vont mettre en place leur allaitement. Et j'encourage beaucoup les futurs parents à rencontrer d'autres parents allaitants, donc d'autres mamans qui allaitent, pour se familiariser justement avec les gestes, avec les positions, avec qu'est-ce que c'est qu'un petit bébé. C'est important, les positions, les gestes et tout ça. Alors, oui. Si on n'a pas tous ces gestes, est-ce que il y a une conséquence éventuelle? Alors, l'allaitement, c'est une transmission de génération en génération. Mais pour revenir à votre introduction, comme vous avez dit que justement, dans nos pays, de plus en plus, l'allaitement maternel au sein n'est plus la norme, mais c'est passé au biberon. Parce que justement, il y a eu 2 générations au moins de femmes qui n'ont pas allaité leur bébé, donc qui n'ont pas transmis à leurs filles les gestes, l'allaitement en général, les petits soucis, les petites astuces que d'une femme à l'autre on peut se transmettre, vous voyez. D'où les consultantes en lactation, maintenant on a beaucoup de travail justement parce que c'est bien. C'est bien, oui, mais en même temps on se dit tout ça est dû à un manque de transmission de génération en génération. Voilà. Il y a eu un loupé. Et puis il y a eu aussi l'industrie des préparations pour nourrissons, du lait infantile, qui a vraiment, il y a une croissance incroyable. Ils ont un marketing incroyable. Il y a un très très gros lobby aussi. Oui, c'est ça. Du coup, ça représente des millions d'euros, des millions de dollars. Et en fait, ça n'est pas pour aider les mamans. Et c'est important que les mamans reviennent justement à ce qui est naturel dont vous parliez tout à l'heure, parce qu'on est biologiquement programmés pour allaiter, les bébés sont biologiquement programmés pour téter. Donc, avec du soutien, de l'information et des petits aménagements, toute femme est absolument capable d'allaiter son enfant. On quitte le plateau et on va du côté de Nanterre rencontrer Stéphanie Freytag et ses 2 enfants. Bonjour Madame Stéphanie Freytag. J'ai pas écorché le nom. C'est ça, tout à fait. Voulez-vous bien vous présenter et ainsi que votre famille? Donc je suis Stéphanie Freytag, je vais avoir 40 ans, mon fils Cassian qui a 10 mois et ma fille Aérine qui a 9 ans. D'accord. Comment avez-vous nourri vos enfants jusque-là? Alors ma fille est née, je l'ai allaitée jusqu'à 5 mois et demi. D'accord. Et comme j'avais repris le travail à 2 mois et demi, j'étais très fatiguée, donc j'ai dû arrêter d'allaiter. Et j'étais très frustrée de devoir arrêter. Et donc du coup, mon petit bonhomme, je l'allaite toujours et je m'organise pour continuer à l'allaiter et à profiter, puisque je ne pense pas avoir d'autres enfants. Ah bon? Parce qu'on a mis beaucoup de temps à avoir ce petit garçon et qui a été difficile à avoir. Oui. Et donc je profite au maximum. D'accord. Mais pourquoi étiez-vous frustrée pour votre première? Parce que vous n'arrivez pas à allaiter? J'aurais aimé pouvoir l'allaiter plus longtemps.
Et voilà, avec la reprise du boulot très rapide, c'était fatigant de la nourrir. En fait, c'est surtout parce qu'elle tétait beaucoup la nuit. D'accord. Et en fait, faire les deux, c'était vraiment Oui, joindre l'utile à l'agréable, c'était un peu compliqué. Voilà, donc à partir de 5 mois et demi, quand elle a commencé à manger en fait des aliments solides, on a arrêté l'allaitement. Et elle est passée au biberon au final. Pour vous, c'était une obligation maternelle ou naturelle? C'était naturel. Naturel, d'accord. Comment, au jour d'aujourd'hui, vous avez un petit garçon de 10 mois, Cassien, vous l'allaitez, vous travaillez? Oui. Et comment joignez-vous les deux bouts? C'est-à-dire le travail, venir l'allaiter, vous retourner au travail et tout ça. Alors, ça doit être un peu compliqué pour vous. Quand je suis au travail. Et quand je suis là, je l'allaite. Et quand je ne suis pas là, il ne prend pas de biberon en fait. Donc que ce soit mon lait ou du lait artificiel, il n'en veut pas. C'est maman ou rien. D'accord. Donc quand je suis pas là, en fait, il mange du solide. D'accord. Et c'est un bon mangeur. Donc je m'inquiète pas, il a ce qu'il faut. D'accord. Donc quand vous sortez, vous ne faites pas des tirages de lait? Je fais de temps en temps du tirage de lait, c'est plus pour désengorger mes seins. D'accord. Et donc comme ça j'ai un biberon d'avance, mais j'ai rarement plus d'un biberon d'avance. Donc ça me permet de pouvoir aller me balader. Et, mon mari essaye de lui donner le biberon, mais il prend pas grand chose. Surtout qu'il est en diversification alimentaire. Je pense que ça vous arrange aussi un peu quelque part. Oui. Mais quand vous êtes là, il ne veut rien savoir. Il veut le lait de maman. C'est maman ou manger. Ou manger, d'accord. Au vu de toutes ces problématiques, quels conseils pourrez-vous donner aux mamans? Ce n'est pas pour porter un jugement sur elles, mais qu'est-ce que vous pouvez dire comme conseil, donner comme conseil pour l'allaitement? Pas les forcer, bien entendu. Franchement, pour moi, ça s'est fait tout seul. Il y a juste pour mon fils où j'ai eu des crevasses tout de suite dès les premières tétées. Et il y a une ostéo qui est venue, qui l'a manipulé. Il avait 24 heures et c'est parti tout de suite. J'ai eu des problèmes pendant une semaine, le temps que ça cicatrise. Mais vous avez vraiment être pris très tôt, quoi. Est-ce que vous appréhendez que vos seins s'affaissent? Non, parce qu'il y a des mamans aussi qui trouvent que le fait d'allaiter, ça affaisse les seins. Or, le corps de 20 ans n'est plus le corps de 40 ans. Alors, j'ai des tout petits seins. Donc, quelque part, je suis très contente d'allaiter parce que du coup, et je me dis, de toute façon, je vais revenir à un truc tout petit. Donc, même si ça s'affaisse, ce sera pas grand-chose. D'accord. Donc, voilà. J'ai pas cette problématique-là. Après, dans ma famille, tous les gens qui ont allaité avaient plus de poitrine après l'allaitement qu'avant. Ah oui. Donc on a cette chance-là. Donc vous pensez que vous ferez partie. Donc je continue au maximum pour gagner du modèle. C'est bien. Bon, Madame Freitag, merci de votre réception. À bientôt. À bientôt. Merci. Avant de retrouver le plateau, allons rendre une petite visite à Véronique Tarmanja, conseillère en lactation. C'est juste la norme biologique pour un bébé d'être allaité. Le lait maternel, c'est son aliment naturel. Donc forcément, il est fait pour le petit homme, au même titre que le lait de vache est fait pour un veau ou le lait d'une baleine pour un baleineau. Donc le lait maternel est fait pour le bébé humain et il est particulièrement adapté à sa croissance, puisque chez un bébé, ce qui doit grossir le plus vite, c'est le cerveau, et que donc le lait maternel, par exemple, est très riche en lactose, le sucre du lait qui permet au cerveau de se développer. Alors, dangereux aujourd'hui dans notre pays, non, je n'irai pas jusque-là. Dans certains pays, c'est dangereux parce qu'on n'a pas les moyens de reconstituer correctement une préparation pour nourrissons. Chez nous, on ne peut pas dire que ce soit dangereux, mais par contre, on augmente les risques de certaines pathologies quand on n'allaite pas un enfant. Donc, il a plus de risques de développer certaines pathologies ORL, certaines pathologies digestives, certains cancers infantiles, malheureusement. Et donc, oui, on augmente les risques. Mais après, on parle de risques sur des études qui étudient des milliers de bébés. Ça ne veut pas dire que votre enfant à vous, puisqu'il n'est pas allaité, sera malade. Ça, on n'en sait rien. On peut très bien avoir un enfant qui est exclusivement allaité et puis qui est malade quand même. Hein. Mais c'est juste qu'en termes de statistiques, sur des grands nombres, les bébés qui ne sont pas allaités ont tendance à être plus malades.
Ces premières gouttes, c'est déjà du lait maternel en fait. On l'appelle le colostrum parce que c'est le premier lait qui est plus riche en nutriments et extrêmement concentré parce que l'estomac du bébé à la naissance est tout replié et donc a une petite contenance et qu'il ne pourrait pas boire du lait en grande quantité. Donc on a ce premier lait qui est très concentré qu'on appelle le colostrum et extrêmement nutritif. Après, sur la durée de l'allaitement, d'abord, chaque femme est libre de faire ce qu'elle veut en termes de durée. Plus un enfant est allaité longtemps, mieux c'est pour lui en termes de santé, ça c'est sûr. Et puis un enfant qu'on laisse téter aussi longtemps qu'il veut, de toute façon, à un moment donné, il va s'arrêter quand il n'en aura plus besoin. Alors, il ne s'arrête pas à 3 mois. Un enfant qu'on laisse téter à volonté, en général, il s'arrête entre 2 et 5 ans, selon les enfants. Allaiter un enfant jusqu'à 7 ou 8 ans, ça existe, c'est vrai. C'est quand même extrêmement rare. Et à mon avis, ça ne pose pas de problème si l'enfant le souhaite toujours et si ce n'est pas une pression de la maman pour continuer. Elle peut tout à fait continuer à allaiter pendant la durée de sa grossesse. D'accord. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, pendant la grossesse, la lactation va diminuer, puis s'arrêter, puis repartir en colostrum pour le nouveau bébé. D'accord. Ce moment où la lactation s'arrête est extrêmement variable selon les femmes. Il y a des femmes, c'est au cours du premier mois de grossesse. Il y a des femmes, c'est au cours du 9e mois de grossesse. Il y a même des femmes qui le voient même pas tellement c'est bref. D'accord. Mais il y a un moment donné où ça va se produire. Et certains enfants à ce moment-là vont s'arrêter de téter parce que c'est plus très intéressant. Et il y en a d'autres qui vont continuer. Et puis à la naissance du deuxième enfant, elle peut tout à fait allaiter les 2 enfants sans aucun problème. Mais il y a beaucoup de mamans qui travaillent et qui continuent l'allaitement et qui continuent même pendant longtemps. C'est pas forcément un problème en soi. La difficulté, c'est d'arriver à maintenir sa lactation quand on a un enfant qui est petit. Un enfant qui a moins de 6 mois, qui a besoin exclusivement de lait. Il va falloir à ce moment-là que soit la maman choisisse de tirer son lait le plus souvent sur son lieu de travail, qu'elles font souvent, soit qu'elle choisisse de donner une préparation pour nourrisson quand elle est au travail et continuer à l'allaiter quand elle est avec lui. Mais c'est tout à fait faisable. En fait, on peut faire un allaitement mixte, mais il faut faire très attention à ce qu'on fait parce que c'est très facile d'avoir une lactation qui s'effondre et qu'on n'arrive pas à le maintenir, cet allaitement mixte. Pour que ça se maintienne, d'abord, il faut se dire que plus il reste de tétés sur la journée, mieux c'est. Plus ce sera facile. En dessous de 3-4 tétés par 24 heures, on a de fortes chances que ça s'arrête. Et puis ça dépend aussi de l'âge du bébé. Plus le bébé est petit, plus c'est fragile. Plus le bébé grandit et plus c'est facile et plus ça va se maintenir. Et puis il y a aussi des enfants qui vont se mettre à préférer le biberon parce que ça demande moins d'efforts, que ça coule plus facilement. Et donc on a aussi le risque qu'un jour l'enfant lui-même ne veuille plus téter et préfèrent le biberon. Et on en a d'autres qui font l'inverse. On en a d'autres qui veulent plus du biberon et qui ne veulent que téter. C'est encore plus, la texture est encore plus meilleure. Voilà. Plus les femmes allaitent et moins elles ont le risque de développer certains cancers, notamment le cancer du sein. Donc c'est vraiment un avantage. L'autre avantage, effectivement, c'est qu'après la naissance, quand le bébé tète, ça provoque des montées d'ocytocine, qui est l'hormone qui permet de faire contracter l'utérus, et que l'utérus reprend sa forme plus rapidement après la naissance quand on allaite. Et enfin, le sous-entendu de votre question tout à l'heure étant est-ce que ça abîme les seins ? Non, ça abîme pas les seins d'allaiter. Les seins, ils changent tout au long de la vie et quand on a 40 ans, on n'a pas les 50 quand on avait 20 ans. Et on aimerait bien, mais non. De toute façon, les seins vont changer et pendant la grossesse, ils vont forcément se préparer à allaiter, même si on ne souhaite pas allaiter. Donc la glande mammaire va se développer, elle va booster les molécules de gras, les seins vont changer d'aspect et de texture. Si on n'allaite pas, après la naissance, de toute façon, on a de fortes chances d'avoir une montée de lait. Et donc, une distension du volume des seins, et sans bébé pour téter, ça se distend beaucoup plus, et c'est là qu'on risque d'avoir des seins un peu abîmés, beaucoup plus que quand on allaite. Après, il y a aussi des femmes qui ne souhaitent pas allaiter ou qui hésitent pour plein d'autres raisons. Chaque femme a ses raisons, et franchement, elles sont toujours à respecter, à condition qu'elle ait des bonnes informations, qu'elle fasse son choix avec des informations à jour et des informations exactes. D'accord, c'est très bien. Bon, ben vous allez nous dire le mot de la fin, conseiller des mamans qui disent que lorsqu'on allaite, les seins vont tomber et tout ça. Je pense que tout ce que vous avez étayé va les enthousiasmer, va les encourager. C'est pas pour les forcer non plus, mais pour leur bout de chou, ça serait bien de le faire. Un enfant, il a toujours envie d'être allaité a priori, ça c'est sûr.
Après, c'est vraiment à chaque femme de faire ce qui lui semble le mieux dans sa situation. Je cherche jamais à inciter les femmes à allaiter parce que ça n'a pas de sens. Chaque femme est un adulte et elle peut prendre les meilleures décisions pour elle et son enfant. Et c'est à elle de sentir ce qui est le plus important pour elle. Merci Véronique. Allez, fini notre balade. On retrouve Ange Tamia et ses invités. Je reçois maintenant 2 invités, Cassien et sa maman. On était chez vous la dernière fois à Nantin dans le 92 point reportage. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. D'accord. Alors, coucou Cassien. Alors, vous pouvez nous parler un peu de vous, parce que je n'ai pas rébelloté, on en a déjà eu discuté. Qu'est-ce que vous pensez éventuellement de cette pratique naturelle qui est détrônée désormais? Donc, je m'appelle Stéphanie Freytag, j'ai 39 ans, j'ai 2 enfants, j'ai une fille de 9 ans et mon petit dernier qui a 10 mois. Je les ai allaités tous les 2. Ma fille, j'ai dû arrêter l'allaitement quand elle avait 5 mois et demi et ça a été assez difficile pour moi. J'aurais aimé pouvoir continuer. Parce que j'avais envie de continuer, mais j'avais repris le travail. Vous aurez voulu jusqu'à quel âge, par exemple? Je sais pas. Comme pour lui, en fait. Voilà. J'ai pas de date de fin, en fait. C'est tant que ça se passe bien pour lui, tant que ça se passe bien pour moi, on continue et c'est très bien. En fait, je peux revenir là-dessus à propos du sevrage. Beaucoup de mamans qui doivent reprendre le travail pensent que et on leur fait croire en fait que le fait de reprendre le travail, il va falloir sevrer complètement l'enfant. En fait, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Il y a vraiment tout un échantillon, tout un éventail en fait de choix possibles en fonction évidemment du mode de travail de la maman, des souhaits de la maman, du mode de garde de l'enfant, en fonction de l'âge de l'enfant. Mais tout est possible. C'est-à-dire que reprise du travail n'est pas équivalent à sevrage complet, obligatoire de l'enfant. Et ça, de plus en plus de femmes ont envie de le faire. Toujours pareil, c'est l'information, c'est le soutien entre mères, c'est la détermination personnelle dont parlait Ingrid, la confiance en soi et tout est vraiment possible. Hein, voilà, je voulais revenir là-dessus. J'ai repris mon travail. Elle avait 2 mois et demi. D'accord. Et donc j'ai continué à l'allaiter jusqu'à 5 mois et demi. En fait, j'étais trop fatiguée parce qu'elle ne dormait pas la nuit. Et donc du coup, la journée, il fallait que je travaille. C'est difficile. Et c'est très difficile. Ouais. Voilà, très fatigant. Et en France, on reprend le travail assez tôt comparé à d'autres pays, comme les pays scandinaves par exemple, où on a 1 an de congé de maternité. Donc là, on peut vraiment allaiter. Ici en France, non. Ben non, en France, la reprise du travail se fait à 3 mois après. Ça dépend c'est 2 mois et demi de maternité. Si vous en avez 2, vous avez 6 mois, vous avez 3, vous avez 7 ou 8 mois. Là, ça vous met le temps de pouvoir aller... Avec le congé parental, mais sinon, on ne l'a pas. D'accord. Non, c'est vraiment... C'est 2 mois et demi. Est-ce que c'était... Bon, vous m'avez dit tout à l'heure que c'était difficile d'allaiter. Mais est-ce qu'il y a des... Enfin, c'était pas difficile d'allaiter. C'était difficile d'arrêter. Excusez-moi. Oui, parce que ça s'est fait très, très naturellement pour le coup. Quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour pouvoir allaiter son enfant? Parce que des fois, les mères culpabilisent. Elles disent que oui, je vais reprendre mon travail, qu'est-ce que je vais faire? Et les proches qui sont en train de toujours vous taguer pour dire mais il faut arrêter maintenant, l'enfant a 3 mois, il a 6 mois, il a 10 mois et tout. Est-ce que ça vous freine pas un peu tout ça? Parce que c'est tellement un plaisir d'allaiter. Que même si ils me disent régulièrement bon alors quand est-ce que tu arrêtes, tu vois s'il fait pas ses nuits c'est parce que tu l'allaites parce que parce que ma fille du coup elle a arrêté l'allaitement à 5 mois et demi, elle a fait ses nuits à 18 mois hein, donc voilà j'ai la réponse. C'est parce que ce sont des idées reçues parce qu'on pense, beaucoup de mamans pensent que en donnant un biberon, en commençant à donner un biberon de lait infantile par exemple, le soir au bébé ils vont pouvoir dormir plus longtemps. Eh bien non, Ingrid disait très bien tout à l'heure que quand elle a commencé à sevrer son bébé, le bébé a eu des problèmes gastriques et du coup les bébés peuvent se réveiller la nuit, c'est très difficile pour trouver un lait adapté à l'enfant. Donc du coup, c'est pas la solution miracle comme beaucoup de gens peuvent penser. D'accord. Parlant de difficultés, je vous emboîte le pas pour demander est-ce
que l'allaitement a une situation favorable sur la maman, sur le corps de la maman, ou défavorable? Ah non, toutes les études ont prouvé que l'allaitement maternel a énormément de bénéfices pour la mère, pour le corps de la mère. Et la mère et l'enfant. La mère et l'enfant. En fait, moi j'ai une petite formule que je dis que j'aime beaucoup. C'est quoi? Oui, tout à fait. Le sein est bon pour le bébé, mais le bébé est bon pour le sein. D'accord. Voilà, parce que justement, on sait que les mamans auront beaucoup moins de risques de développer, par exemple, un cancer du sein lorsqu'elles allaitent. Et plus elles vont allaiter longtemps et plus elles vont avoir d'enfants aussi, parce que ça c'est un facteur aussi qui va diminuer les risques de cancer du sein, par exemple, de cancer du sein, des ovaires, parce que les seins deviennent matures. En fait, on parlait tout à l'heure de la norme biologique. Oui. Nous avons des seins pour nourrir nos enfants et aussi... Nous ne sommes pas quand même des vaches à lait. Non, non, pas du tout. Voilà, parce qu'il y en a qui... Oui, non, mais il y en a qui le disent, si tu allaites trop, t'es pas une vache à lait. C'est frustrant quand même. Non, mais moi, je n'ai jamais aimé la formule, parce qu'en fait, moi, quand vous disiez tout à l'heure, vous parliez donc de la place du mari. Oui, voilà. Alors, moi, je dis que c'est pas parce qu'on allaite que les seins ne représentent pas aussi une certaine érotisme. On peut avoir les deux fonctions. Moi, je parle souvent des mains, de la bouche. Elles ont plein de fonctions différentes. Alors, se dire que la bouche, c'est réservé, par exemple, à manger, donc la fonction biologique, vous savez très bien que ça peut faire plein d'autres choses. Ah, du coup, les seins... Renseignez-moi, je ne sais pas. Non, mais c'est embrasser, c'est des jeux amoureux. Donc, du coup, les seins... L'image que l'on a des seins dans les sociétés où l'allaitement n'est pas la norme, eh bien, on ne voit le sein que sous son aspect érotique. Oui, c'est ça. Mais le sein, bien sûr, le sein attire, le sein est érotique, mais il a aussi cette fonction première de nourrir l'enfant. Vous voyez? Donc ça n'est pas du tout incompatible. Vraiment, et ça, je trouve que c'est important de le dire. C'est important de le dire. Et mon mari est très content que j'allaite pour le coup, parce que maintenant j'ai des seins. Quand j'allaite, j'ai une belle poitrine et il est très content de pouvoir en profiter. Exactement. Et moi, je me souviens quand j'allaitais mes enfants, mon premier enfant, je me souviens c'est une petite anecdote, mais je trouve que ça m'a beaucoup touchée. J'étais au bord d'une piscine et j'allaitais mon enfant. Et il y a un monsieur qui est venu vers moi, c'était un monsieur en couple, il est venu vers moi et il m'a dit « Madame, c'est le plus beau geste du monde ». Ah oui, ça m'a vraiment touchée. Ça m'a vraiment touchée parce que c'est vrai que c'est un très beau geste d'allaiter son enfant. Et d'ailleurs, c'est tellement représenté dans la peinture, dans les sculptures, donc on sait bien que c'est attirant. Que c'est beau. Parlant de... Je ne sais pas si c'est une idée reçue, mais on nous dit souvent que l'allaitement favorise le rétrécissement de l'utérus. Est-ce que c'est vrai, vous qui êtes conseillère en lactation? Eh bien, en fait, juste après l'accouchement, le fait de mettre son bébé au sein va permettre justement à l'utérus de se contracter. Donc de se recontracter d'abord pour faire venir le placenta et aussi de se recontracter pour reprendre une forme, sa forme initiale. Ça va prendre à peu près 5-6 semaines, mais en tout cas, ça favorise justement, grâce à l'ocytocine que l'on produit lorsqu'on allaite, pour justement que l'utérus se recontracte et reprenne sa forme. D'accord. Et ça donne une belle silhouette, par exemple? Bien oui, bien sûr. Enfin, tout va dépendre des femmes, de l'alimentation, du mode de vie, de plein de choses. Mais en tout cas, c'est vrai que ça y contribue. Alors, tout à fait. quel conseil pourriez-vous dire aux mamans qui sont encore hésitantes pour allaiter? Par exemple, leur mari va leur dire « Non, je ne veux pas que tu allaites parce que ceci, parce que cela ». Quels sont les conseils que vous pouvez donner à ces mamans pour cette pratique naturelle qui est très importante? Bien sûr. Comment dire, les mots se bousculent dans ma bouche parce que je suis tellement contente, émue de cette émission pour les enfants, pour leur
immunité. Tout à fait. Alors moi je dirais que c'est vrai que l'allaitement est un projet de couple, hein, sauf si la maman n'a pas de mari ou est seule, elle a son bébé toute seule. Enfin, ce qui peut arriver. Mais j'ai des mamans qui sont célibataires et qui ont eu des bébés, donc elles ont encore besoin de soutien de leur entourage. Mais en tout cas, bon, si on parle du couple, en tout cas, c'est un projet. C'est important d'en parler parce qu'on doit prendre une décision éclairée, donc bien s'informer. Et surtout, moi je pense que c'est très très important parce que souvent on les oublie, le bébé. Moi je dis que l'allaitement maternel est un droit humain. C'est-à-dire que l'enfant, lorsqu'il naît, on doit lui donner le meilleur. Il a droit au meilleur, à ce qui est prévu pour lui par la nature. Et ce qui est prévu pour lui par la nature, c'est le sein, c'est la continuation de la grossesse. Et qu'une maman ne veuille pas allaiter du tout, c'est important de le respecter, mais elle doit s'informer d'abord avant de prendre une décision. J'ai soutenu des mamans qui avaient un rapport au corps difficile, qui par exemple avaient eu des problèmes d'abus sexuels durant leur jeunesse, qui avaient eu... Ça peut rentrer en ligne de compte. Mais on peut les soutenir, les écouter, et elles peuvent très bien commencer à faire du tir-allaitement. Alors le tir-allaitement, ça veut dire tirer son lait. Exclusivement et le donner au bébé au biberon. Du coup, c'est un bon compromis. La maman, par rapport à son corps, elle n'imagine pas avoir son bébé au sein constamment parce que c'est douloureux pour elle dans son passé. Ou alors elle est très pudique et elle n'est pas prête à le faire. Mais si on lui explique que justement pour la santé de son enfant, pour sa santé à elle aussi, le fait d'être en lactation va l'aider, va aussi pour vraiment dans sa santé à long terme, même l'ostéoporose, enfin il y a énormément de choses qui sont bénéfiques pour le corps de la maman. Eh bien en lui expliquant tout ça, peut-être qu'elle prendra cette décision. Et souvent, moi j'ai eu des mamans comme ça et qui n'ont pas regretté. Elles se sont senties très fières. Et je pense que ça, c'est important de dire que le fait d'allaiter, le fait de donner son lait à un bébé, on continue la vie et on devrait être valorisé dans la société. On devrait en être fiers. On devrait absolument. Et aussi les gens autour de nous, toute la société en général. C'est une question de santé publique. Et on devrait vraiment valoriser les mères et leur dire mais c'est formidable ce que vous faites, au lieu de constamment les critiquer ou leur dire, les dissuader d'allaiter en leur disant que le biberon ce sera une libération. Il y a une nouvelle forme de féminisme actuellement, un féminisme biologique qui justement, les femmes ont envie de travailler, ont envie d'être des épouses, ont envie d'être amantes, ont envie d'être maman, allaitante aussi. Et tout est compatible. Vous voyez, et les femmes sont formidables pour ça. Bien sûr, pourquoi pas. Hier, c'était la journée de droit de la femme, donc on peut revendiquer que voilà, on donne vie, on ne peut pas nous laisser en arrière-porte. Voilà. Et vous, madame, alors, on va continuer dans la même lancée. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil, vous qui avez allaité vos 2 enfants? Pour moi, l'allaitement, c'est vraiment quelque chose presque de magique parce que mon corps sait ce qu'il doit produire pour mon bébé et même au cours de alors c'est des choses que j'ai appris petit à petit, mais au cours de l'allaitement, mon corps s'adapte en fonction de ce qu'il a besoin. Donc il n'y a rien de mieux. Le biberon, c'est tout le temps la même chose. Voilà, quand on met notre poudre, voilà, on dose la quantité, mais on ne va pas doser la quantité plus d'eau, plus de graisse, plus de... Enfin, moi, j'ai rien à faire. Mon corps sait quoi faire pour nourrir mon bébé. Et je trouve ça génial. Et si j'avais un conseil à donner, autant pour ma fille, ça s'est fait tout seul et c'est elle qui est venue au sein et qui a tout fait. Ah oui? Ah, c'était super parce que moi je savais pas quoi faire. Elle est montée sur mon ventre, pouf, elle est venue au sein et elle savait où le trouver. Elle savait quoi faire et tout ça. Mignon. Lui, il est né, il était limite prématuré en fait. Et du coup, il était pas bien, il pinçait le sein. Et tout de suite, j'ai senti que ça allait pas parce que ça me faisait mal. Et du coup, j'ai pas laissé les choses se faire. J'ai demandé à ce qu'on m'aide et tout ça. Et il y a une ostéopathe qui est venue, il avait 24 heures et qui l'a manipulé pour aider à ce qu'il t'aide correctement. Et si j'ai un conseil à donner aux femmes qui allaitent, c'est n'attendez pas. L'allaitement, ça fait pas mal. Et si ça fait mal,
sait qu'il y a un souci et n'attendez pas à tout de suite consulter, demander de l'aide, parce que autant l'accouchement, oui, ça fait mal et voilà, on n'a pas le choix, mais autant l'allaitement, ça fait pas mal. Donc on va pas se rajouter ça en plus et on n'a pas besoin d'avoir des crevasses énormes et d'attendre que ça saigne pour dire que ça va mal. Si ça fait mal, c'est pas normal. Donc allez voir des spécialistes et faites-vous aider. Et ça se passe bien, l'allaitement c'est super, enfin, franchement c'est un plaisir. Comme dit Madame Fretta, que c'est un plaisir. Mais là, c'est tout son corps qui est en jeu pour fabriquer le lait. Tandis qu'il y a eu un scandale pas longtemps, en décembre, pour question de bactéries qui étaient dans les laits. Comme elle vient de dire, qu'est-ce que vous aurez, si vous étiez dans ce cas de figure, qu'aurez-vous fait? En fait, moi, toutes les mamans que je soutenais à ce moment-là, Parce qui allaitaient, elles m'ont dit... 2005, Oui, tout à fait, mais 13 bien ans. sûr, bien sûr. C'est pas maintenant, donc il y a des enfants qui ont dû être Tout à contaminés. fait. Alors, quand je prépare les futurs parents justement à l'allaitement, je parle aussi des risques de l'alimentation artificielle. Oui. Parce que les gens doivent être conscients. C'est un produit qui est manufacturé, qui est industriel, qui est fait à base donc, de lait de vache, de protéines de lait de vache. Il y a beaucoup de... Les doses, c'est très difficile en fait. Ça n'est pas du tout finalement adapté à la physiologie de l'enfant. Ils ont fait énormément de progrès, certes, mais il y a aussi des erreurs industrielles, des erreurs et aussi ça n'est pas stérile. Donc il y a aussi des infections problématiques, possibles. tandis que pour le lait maternel, il n'y a pas de... Parce que le lait maternel, c'est un fluide qui est vivant. On peut le considérer comme le sang blanc, si vous voulez, qui est dynamique, qui a vraiment des cellules vivantes et tout va s'adapter à l'âge de l'enfant et à l'environnement de l'enfant. C'est-à-dire que le lait, par exemple, de Stéphanie est différent. Et en ce moment, il est en train de capter autour d'elle, il y a des petites bactéries, il y a des germes, je suis en contact avec telle ou telle personne, tel ou tel objet. Je vais tout de suite produire des anticorps qui vont se retrouver dans son lait pour protéger l'enfant de cet environnement. Vous voyez, donc c'est ça qui est magique, c'est ce que Stéphanie disait, c'est ce qui est formidable. Voilà. D'accord, bon, mais... Merci beaucoup, mesdames, de votre venue ici et d'avoir accepté une fois encore cette invitation pour éclairer certaines mamans qui hésitent encore à allaiter leurs enfants, le choix qui est très important pour leur bout de chou. Ainsi prend fin notre émission sur BZD TV. Au plaisir de vous retrouver pour la prochaine fois. Au revoir.